Parfait. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très content de vous présenter nos guides et outils d'annonce du diagnostic. L'ordre du jour, c'est le mot de bienvenue. Qui sommes-nous? Pourquoi faire des guides et outils d'annonce du diagnostic? Comment on a fait? Nos guides et nos outils. Ensuite, ma collègue Ariane va vous présenter les guides. Je vais finir avec la fiche à l'intention des professionnels et on va prendre vos questions par la suite. En commençant, j'aimerais ça, Ariane, que tu puisses te présenter un petit mot plus personnel, peut-être? Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de passer votre heure du midi avec nous autres aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. En fait, moi, ça fait tout près de 3 ans que je suis à l'AISC et j'ai vraiment découvert un monde vraiment incroyable et une organisation incroyable aussi. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle, ça a été un coup de cœur pour moi. Donc, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui et de vous présenter notre bel outil qui est les 2 guides. Merci, Ariane. Moi, je travaille à l'AISC aussi, mais j'ai un deuxième chapeau. J'ai un chapeau de parent. Donc, j'ai une fille qui vit avec la trisomie 21 de 13 ans. J'ai cette belle chance-là. Et ça me fait plaisir aussi là, de travailler au mieux-être puis à l'amélioration de la qualité de vie des personnes. Je tiens à remercier l'accompagnateur de nous offrir la chance de vous parler ce midi. Vraiment, l'accompagnateur, une super référence. On réfère beaucoup nos familles, nos membres à l'accompagnateur. On aime beaucoup pouvoir voir toutes les présentations des autres présentateurs sur toutes sortes de sujets, l'employabilité, l'habitation. Alors, vraiment, là, chapeau à l'accompagnateur. Ensuite, qui sommes-nous? Notre guide, ce guide-là, il a été rendu possible grâce à l'apport de l'Office des personnes handicapées du Québec. Donc, c'est un organisme gouvernemental qui contribue à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Grâce à leur soutien, on a pu créer ces guides-là et outils pour l'annonce du diagnostic. Et l'AISC, nous, on est un organisme qui fête ses 60 ans d'existence cette année, donc toute l'année jusqu'en octobre. Et on a pour mission de favoriser le mieux-être et la qualité de vie des personnes vivant avec une DI et de leurs proches. Puis à cette fin, on veille à leurs intérêts, au respect de leurs droits. On crée ou participe à la création de milieux de vie répondant à leurs besoins. Et évidemment, on espère contribuer au développement d'une société inclusive et bienveillante où les personnes présentant une DI y exercent leur pleine participation sociale. Les services on offre des services évidemment sensibilisation, information, formation. On offre des services conseils, donc offerts par ma gentille collègue Ariane. Nos services habitation et milieu de vie. Nouveau service aussi, répit spécialisé à domicile pour les familles qui ont un fils ou une fille ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autiste. Je sais que maintenant, on dit un fils autiste ou une fille autiste. Alors, je veux juste être sûre d'utiliser les bons mots. Et ensuite, évidemment, on met des projets en place qui répondent aux besoins nommés ou émergents des personnes, en plus de créer des événements. Donc, mise en contexte de notre projet, parce que c'est important évidemment d'en parler. L'AISC avait déjà produit un précédent guide. Je vous le montre ici. Avec un fond, c'est plus difficile, hein, peut-être. Bon, c'était le guide Parasoutien qu'on avait fait à l'époque. Là, ça date quand même de plusieurs années. C'était un guide qui était remis aux parents qui apprenaient un diagnostic de trisomie 21 de leur enfant à la naissance. Et l'AISC qui voulait vraiment aller dans un guide pour accompagner les familles, mais plus largement, vraiment pour toute la déficience intellectuelle. Et aussi, on avait trouvé qu'il y avait peu de choses pour les personnes qui avaient un diagnostic temporaire de retard global de développement. On sait que ça peut être une situation aussi stressante puis qui a un grand impact pour les parents. Donc, on voulait vraiment accompagner ces parents-là aussi, mais on sait que parfois, c'est peut-être
s'associer à la déficience intellectuelle, sont peut-être pas rendus là ou c'est pas le cas non plus. Alors, on voulait vraiment faire un outil pour eux aussi à part entière. Et puis, en fait, c'est pour ça qu'on a créé 2 guides. Le contenu des 2 guides est quand même similaire, sauf que, bien évidemment, en déficience intellectuelle, on va s'attarder sur le diagnostic et tous les impacts. Donc, on sait que les parents à qui l'on annonce le diagnostic ou même des résultats d'évaluation, parce que souvent, ces parents-là, ils vont être scrutés à la loupe. Les enfants vont être évalués, beaucoup d'évaluations. Ça peut être très difficile à vivre pour le parent. Alors, ça peut être un choc, puis on passe à travers un tourbillon d'émotions aussi. Même au sein du couple, il peut y avoir des tensions et des difficultés vécues. Donc, on pense qu'en accompagnant ces parents-là avec bienveillance, on peut leur offrir un appui solide afin de les aider à prendre une place importante dans la vie de leur enfant, soit celle d'un guide qui les aide à développer leur plein potentiel en plus de favoriser leur autodétermination. Un aspect incontournable qui va venir influencer la participation sociale et l'inclusion de l'enfant à sa communauté. Donc, évidemment, ce résultat-là ou cette annonce de diagnostic va avoir une influence sur la suite de leur vie. Puis, on pense aussi que d'accompagner le parent qui peut être dans un état où il peut douter de lui-même ou des capacités de son enfant, bien, ça va vraiment avoir des répercussions positive, au lieu de voir son enfant comme quelqu'un de fragile ou de faible qui doit être protégé, bien, la personne va être amenée à voir les forces et les capacités chez son enfant pour mieux en développer, l'aider, l'accompagner à développer son plein potentiel et reconnaître un individu à part entière qui va participer activement à sa société. Donc, on plonge maintenant. Pourquoi faire des guides et outils d'annonce du diagnostic? Bien, comme on a dit, c'est accompagner et soutenir avec bienveillance les familles, les informer de leurs services, des ressources, des droits, normaliser les émotions vécues. Hein, souvent, quand ça arrive, ben, puis je peux en témoigner puisque je suis moi-même passée par cette épreuve. Donc, est-ce que c'est normal que je me sente comme ça? Est-ce que je me sens aussi seule, que je suis triste, que je suis fâchée? Fait qu'on va vraiment venir normaliser ces émotions-là. Ça nous aide à aller de l'avant, évidemment, quand on se sent davantage compris. Ça va outiller les parents, mais aussi les intervenants et les professionnels qui ont à interagir avec les familles. Ça vise la participation sociale et l'inclusion. Puis, on pense vraiment, on espère faire la promotion du développement de l'autodétermination. C'est ce qu'on veut vraiment là, que les gens y ressentent en lisant notre guide. On veut favoriser la relation parent-enfant, puisque cette relation-là, parent-enfant, elle est très, très importante. Il y a eu un guide pour le retard global de développement par la Fédération des centres là, en déficience intellectuelle en 2015, je crois, puis ça disait vraiment que cette relation-là positive du parent avec son enfant, ça va vraiment l'aider à développer son plein potentiel. Donc, pour nous, c'était très, très important de travailler sur cette relation-là et puis, évidemment, encourager le développement du plein potentiel. Donc, quand on fait un guide, comment on les fait? Nous, la première chose, ça a été de s'entourer d'un comité, donc de l'expertise complémentaire de membres d'un comité conseil. Donc, on avait des gens de la chaire autodétermination et handicap, on avait des gens du milieu scolaire, du milieu de la santé, on avait un psychologue, on avait des parents, on avait des personnes aussi, on avait une personne aussi qui vit avec une déficience intellectuelle sur notre comité, puis ils nous ont accompagnés tout au long du projet. Donc, on s'est rencontrés 4 fois. On allait vraiment les revoir à chaque fois. On travaillait, on revenait, on avait des choses à améliorer, à travailler. Donc, ça s'est vraiment fait là, un travail d'équipe. Ce qui est important aussi, c'est de connaître les besoins des parties prenantes, puis faire l'inventaire des guides qui existent et des outils déjà existants. Puis on en a trouvé là, des fabuleux, vraiment très inspirants.
Donc, le guide 21 questions sur la trisomie 21 du regroupement de la trisomie 21 à Montréal, le guide Qu'est-ce que la déficience intellectuelle de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Donc, garder le cap, un autre guide qu'on a trouvé génial. Fait qu'on s'est vraiment inspiré de tout ce qui s'est fait pour produire des guides selon les attentes des parents et des intervenants qui nous ont transmis. Pour faire un guide, évidemment, comme ça, pour accompagner avec bienveillance les parents, c'est important de croire, d'avoir des valeurs communes, puis une mission commune. Donc, nous, c'était vraiment d'améliorer la qualité de vie et le mieux-être des parents et de leurs enfants. C'est important aussi d'établir des partenariats forts et profitables pour tous. Donc, en allant chercher tous les partenaires, là, la Charte autodétermination et handicap, les CIUS, les milieux de la santé, de l'éducation, c'était vraiment tous ensemble, on travaille dans le même objectif de voir au mieux-être des personnes. Évidemment, s'appuyer sur la recherche, sur les savoirs des experts de vécu, des intervenants, des professionnels sur le terrain. Ça, c'est très, très important. Et valider notre travail à chaque étape, comme j'ai mentionné avant. Donc, on tient tout de suite à remercier les gens qui ont participé. Donc, on a une personne spécialiste de tout l'aspect des relations interculturelles, donc Lucienne Martin Borges, professeure titulaire à l'École de travail social et de criminologie, qui nous a vraiment aidé à refléter toute la grande diversité des familles, parce que maintenant, il y a toute une diversité à prendre en compte, puis à mettre de l'avant toute cette richesse-là. Donc, Mme Borges nous a beaucoup aidés. Mme Joanne Arsenault d'Atoulir aussi, pour essayer le plus possible d'aller vers une écriture plus inclusive, aussi plus accessible pour tous. Ensuite, on a eu donc une enseignante en adaptation scolaire dans une école de Québec, l'école de la Mosaïque, au centre de services de la capitale. Geneviève Côté, ergothérapeute, programme de développement de l'enfant au CIUS. Lucie Aymon, psychologue et parent. Marie-Lie Houd, experte de vécu. Fernande Lacroix, parent. Fanny Leblanc, rédactrice de la fiche pour le personnel professionnel. Nathaëlle Molaison, rédacteur des guides, Sarah Pellerin, coordonnatrice de la Charte autodétermination et handicap, et Véronique Pratt. Donc, c'est les personnes qui ont collaboré. Et puis, on tient aussi à remercier des étudiants en psychoéducation de l'Université du Québec de Trois-Rivières qui nous ont beaucoup aidés aussi à démarrer le projet. Donc, ils nous ont gentiment proposé leur aide pour travailler sur un projet qui était important pour l'AESC. Donc, évidemment, on est allé vous voir, on est allé vous parler, on a fait des sondages, on a fait des groupes de discussion, autant pour les parents que pour les professionnels aussi. Donc, avant de débuter le projet, on a fait 2 groupes de discussion. Puis, dans ces groupes de discussion-là, évidemment, on a demandé comment s'était passée cette annonce-là. Donc, sur un des sondages, sur 15 répondants, on a 54% des répondants qui ont répondu que ça ne s'était pas très bien passé, pour un total de 67 là, qui étaient vraiment comme insatisfaits. On leur a demandé qu'est-ce qui aurait pu les aider pour quand on leur a fait cette annonce-là du diagnostic. Donc, évidemment, il y en a qui nous ont parlé, juste de ne pas avoir à prendre de décision sur la poursuite ou l'interruption de grossesse, ça aurait pu aider. Avoir une approche plus douce, plus positive. Donc, on nomme aussi que la pédiatre n'était pas bien renseignée sur la trisomie 21, mais ça peut être d'autres syndromes ou d'autres choses. Avoir plus d'explications sur les différentes possibilités concernant la raison du retard. Des fois, ça va être plus en lien avec le retard global de développement. Quand on ne sait pas trop ce qu'on s'en va, ça peut être plus difficile. Avoir des témoignages de quelqu'un qui a déjà vécu le même chemin. Donc, ce besoin-là d'aller, de trouver des gens qui ont passé par là aussi, de trouver
un peu des guides peut-être qui peuvent nous aider. Avoir en présence du médecin, prendre le temps de pouvoir poser toutes mes questions, avoir un suivi téléphonique avec une personne ressource. Donc, il y a vraiment beaucoup de commentaires qui avaient été amenés. Et puis, du côté des professionnels, 50% étaient peu confortables pour faire l'annonce et 15% totalement inconfortables. Ça, c'est sur 22 répondants. Et les professionnels, ça allait autant de médecins, psychologues, donc, c'était vraiment varié quand même, là, étudiants en médecine, ergothérapeute, orthophoniste. Donc, on voit aussi que du côté des professionnels, il y avait peut-être aussi des craintes à faire cette annonce-là. Donc, on veut vraiment, par ce projet-là, venir outiller tout le monde. Donc, juste quelques petits témoignages inspirants, des petites perles qu'on a trouvées, donc des parents, des témoignages qui nous ont été nommés. C'est surprenant jusqu'où notre enfant peut aller. Quand j'ai compris que je devais me centrer sur ses besoins à elle et non aux attentes que j'avais pour elle, ça s'est mieux passé. Mes deux enfants s'apportent beaucoup mutuellement. Son frère l'aide beaucoup à la stimuler au niveau moteur, tandis qu'elle lui apporte une sensibilité et une ouverture. Donc, c'est vraiment un échange frère-sœur. Et quand les gens me disent que j'ai vraiment tout donné pour mon fils, je me dis qu'on aurait fait pareil s'il n'y avait pas eu de diagnostic. On l'aurait aimé, élevé et accompagné de la meilleure façon possible. Alors, c'est vraiment des super beaux témoignages et une intervenante qui vient aussi rappeler que peu importe le diagnostic, ben, votre enfant va avoir une personnalité, des intérêts. Tous les enfants sont différents. Alors, dès maintenant, je vais inviter ma collègue Ariane à vous montrer nos fameux guides. Donc, elle va pouvoir là, faire le tour avec vous et vous montrer le travail qu'on a fait. Merci beaucoup, Julie. Donc, je repartage mon écran à mon tour. Un petit peu. Est-ce que tu voudrais que je partage pour toi, Ariane? Non, attends un petit peu. C'est juste que je ne vois pas mon écran à partager. Ah, bon. Est-ce que vous voyez bel et bien le guide? Génial, merci beaucoup. Donc, le guide, la version que je vous montre là, c'est, comme Julie l'expliquait, là, on a fait une version pour l'annonce de diagnostic de déficience intellectuelle, mais on a aussi fait un guide pour l'annonce par rapport au retard global de développement. Je vais en premier lieu passer l'entièreté du guide, ben, en tout cas, selon le temps que j'ai, là, je vais m'ajuster du guide de diagnostic de DI et vous montrer par la suite là, les différences avec le guide RGD parce que, bon, comme Julie le nommait, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont très, très semblables, qui sont les mêmes outils, autant pour l'un que pour l'autre. Par contre, tout ce qui concerne plus ben, le diagnostic en tant que tel, là, il y a une variété là, à ce niveau-là. La version que je vous présente également, c'est la version PDF interactif. Cette version-là, vous pouvez la retrouver là, sur notre site Internet également, donc avec la table des matières où vous pouvez cliquer là, sur les titres pour vous rendre à la page et il y a des liens cliquables aussi là, pour les ressources à l'intérieur. Donc, pour la table des matières, vous voyez qu'on aborde quand même très large tout ce qui entoure l'annonce du diagnostic. Donc, autant en tant que tel, c'est quoi la déficience intellectuelle? Ça sert à quoi d'avoir le diagnostic en tant que tel? D'où ça vient? On a une petite section aussi de mythes par rapport qu'on dénoue par rapport à la déficience intellectuelle. Une section mots-clés aussi, puisque, bon, si les parents, vous le savez, là, il y a beaucoup de mots, de terminologie, de sigles, de tout ça qui revient beaucoup. Donc, on fait un peu un inventaire de tout ça là, pour clarifier un peu plus et que ce soit plus facile là, de comprendre de quoi on parle, qu'on parle de CIUS, qu'on parle justement de RGD, de retard global de développement. Donc, on clarifie un peu tout ça. Et chaque section se termine par, en quelques mots, qui est un résumé de la section en tant que telle. C'est quelque chose qui avait été nommé quand même assez rapidement dans le projet au début, là, comme quoi certains parents soit n'avaient pas
nécessairement le temps ou l'intérêt de lire au grand complet, mais d'avoir au moins le résumé, ça permet d'avoir l'information de base. Donc, chaque section se termine par ça. Vous avez une section sur les émotions, donc un peu plus sur, parler de charge mentale, de comment prendre du recul, de comment gérer tout ça. OK. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? OK, excusez-moi, j'ai eu un pop-up qui me disait que j'étais déconnectée, fait que là, je ne savais pas si vous le voyez encore. Donc, c'est ça, par rapport aux émotions, vraiment tout sur la gestion de tout ça. On sait que ça peut amener un certain choc. Le deuil de l'enfant parfait aussi, entre guillemets, parce que, on le sait que c'est quelque chose que parfois les parents vont un peu se taper sur la tête avec. Là, je vais vous montrer cette section-là. Par rapport à l'environnement aussi, donc comment aborder ça avec la famille, avec les proches, le travail d'équipe. Le développement de l'enfant en tant que tel, donc comment ça se passe aux différentes étapes de la vie. Et la dernière section, comment ça marche, c'est vraiment tout ce qui va entourer l'enfant dans tout son développement. Donc, au niveau des évaluations, tous les spécialistes, c'est quoi leur rôle, qui fait quoi, au niveau des finances, services sociaux, comment les parents peuvent accompagner l'enfant là-dedans, la protection des droits aussi, et quelques informations là, sur des ressources qui peuvent être utiles aussi. Alors, je continue. Donc, petite entrée en la matière là, avec un texte d'accueil. Le guide est séparé en 5 sections qui est identifié par les couleurs différentes. C'est la même chose d'un guide à l'autre. Vous allez voir là, les numéros de page que vous allez voir au bas sont aux couleurs de la section. Les pensez-y aussi, vous allez voir là, au fur et à mesure du guide. Donc, pour clarifier un peu mieux où c'est qu'on est rendu puis de quel sujet on parle finalement, là, on trouvait que visuellement, c'était un peu plus facile de se retrouver. D'ailleurs, le graphisme a été fait par la firme Bleu Outremer ici à Québec. Donc, on commence dès lors avec c'est quoi la déficience intellectuelle, donc un peu les critères de ce diagnostic-là, qu'est-ce que ça peut apporter comme difficulté, comme défi pour l'enfant, avec une précision toutefois que, bien évidemment, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont toutes les capacités d'apprendre, de se développer, de s'améliorer comme chaque enfant. C'est juste qu'ils vont avoir certains défis qui vont se rapporter à ça. Mais de garder un peu cette idée-là. Puis c'était notre but aussi en faisant le guide, de ne pas avoir une espèce d'idéalisation fataliste que quand tu as une déficience intellectuelle, tu ne pourras pas avoir un travail, tu ne pourras pas avoir des relations stables. On voulait enlever cette espèce de nuage noir-là qui entoure ce diagnostic-là et le voir ça de façon, oui, réaliste, mais tout de même positif. Section sur le rôle du diagnostic. En fait, on nomme là que ça facilite l'accès à bien des services, surtout au niveau public. Ça prend le diagnostic pour lui avoir accès. Et on a une petite section là, sur l'histoire. Vous pouvez voir aussi, vous allez en voir quelques-uns au niveau du pensez-y. C'est un peu des points importants à garder en tête, des pensez-y bien, des petites informations comme ça qu'on a parsemées un peu partout au niveau du guide parce que c'était des choses qui pour nous, semblaient très importantes, mais qu'on ne voulait pas nécessairement le mettre vraiment dans le texte en tant que tel. Donc, ça sort un peu plus. On est capable de mieux le cibler là, de cette façon-là. La fameuse section sur les mythes, donc la déficience intellectuelle, c'est une maladie mentale, c'est faux, bien évidemment. Qu'un adulte qui a une déficience intellectuelle, c'est un enfant dans un corps d'adulte. On parle souvent là, d'âge mental. Il y a 30 ans, mais il y a un âge mental d'un enfant de 10 ans. On proscrit beaucoup ça à la ISC de notre côté, parce que justement, si c'est un adulte de 30 ans, il a 30 ans, il a les besoins et les désirs d'une personne de 30 ans. Donc, c'est pas un enfant. Et les personnes qui ont une DI n'ont pas conscience de leur état, c'est également faux. On parlait de quelques mots-clés un peu plus tôt, donc c'est un peu des mots, des termes que les parents vont entendre souvent là, au cours de la vie de leur enfant. Donc, c'est quoi le diagnostic? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de développement, d'autodétermination, d'adaptation? C'est quoi la différence entre l'inclusion et l'intégration sociale? Donc, on fait un peu la clarification de tout ça.
Encore une petite liste ici, là, la différence plan de service, plan d'intervention, plan de service individualisé. C'est beaucoup des termes qui sont bombardés dès le début et qui parfois peuvent être très difficiles à comprendre, mais là, on en fait l'explication, tout même que les sigles et les abréviations qui, parfois même nous autres, les professionnels, on ne sait plus trop des fois ça nous sort de la tête, donc on a une petite explication ici. La fameuse section en quelques mots que je vous parlais, là, qui fait vraiment le résumé de chaque section là, qui se retrouve à la fin. On tombe dans la section des émotions. On aborde vraiment cette section-là comme une place d'ouverture, de non-jugement et pour que le parent se sente accueilli dans tout ça, parce que beaucoup de parents, lors de nos groupes de consultation, nous parlaient que, bon, dès le début, même parfois durant la grossesse, quand ils recevaient les résultats de tests, que bon, il y a tant de pourcents de chances que ton enfant ait une déficience intellectuelle, une trisomie 21, des choses comme ça. Des parents qui étaient très conseillés d'aller, soit d'interrompre la grossesse ou d'amener vraiment une espèce de fatalité, justement, avec l'enfant, puis à l'annonce du diagnostic, que ça va être très difficile, êtes-vous sûr que vous ne voulez pas mettre fin à la grossesse? Donc, il y avait quand même une espèce d'aura négatif autour de tout ça. Et ce qui nous avait été communiqué par les parents, c'est que certains parents, lorsque vivaient des émotions négatives à l'annonce du diagnostic, ne se sentaient pas accueillis dans tout ça, ne se sentaient pas légitimes de vivre certaines émotions. Donc, on voulait vraiment que cette section-là s'ouvre là-dessus, que les parents se sentent à l'aise de vivre toutes ces émotions-là qui, j'ai pas moi-même la chance d'avoir un enfant qui a une déficience intellectuelle, mais bon, Julie, tu l'as parlé tantôt, il y a plein d'émotions qui vivent avec ça, puis je pense que les parents devraient être en droit de les vivre, ces émotions-là, et d'être capables de les comprendre aussi. Donc, la session émotion aborde vraiment tout ça. Ça aborde aussi la charge mentale. On le sait, les parents qui ont un enfant avec des besoins particuliers, ils ont une charge mentale et une responsabilité parentale plus grande. Donc, on l'aborde, cette fameuse charge-là, puis donner un peu de trucs là, pour comment prendre du recul, comment aider à décrocher. On parle aussi un peu plus tard du répit là, dans le guide, donc comment voir un peu tout ça. Et bien évidemment, des fois, il y a des moments qui vont vraiment, vraiment moins bien. Donc, on aborde un peu cette section-là ici aussi avec des outils plus concrets parce que, bon, quand on arrive vraiment au bout du rouleau, on n'est plus dans essayer de comprendre la récupération, on est vraiment dans la prise d'action et de mesures. Donc, on a des ressources qui sont là pour aider en situation d'urgence, qu'on a mis là, quelques références. Quand on parlait du deuil de l'enfant parfait ou de l'enfant idéal, on l'aborde simplement, en fait, pour, bien évidemment, chaque personne qui apprend, qui va mettre au monde un enfant, se fait un scénario, on a toute l'idée idéale de comment on voit notre enfant. Parfois, la réalité ne colle pas à cette façon-là qu'on le voyait, l'enfant. Toutefois, on parle dans le guide simplement là, que l'enfant reste l'enfant de la personne. Il ne change pas. Ce n'est pas une nouvelle personne parce qu'il a un diagnostic de déficience intellectuelle. C'est un individu à part entière avec des habiletés, des talents, une personnalité. Simplement de pas... parce qu'on nous avait beaucoup parlé chez les professionnels que parfois certains parents avaient comme un peu l'impression d'avoir quelqu'un de différent. Quand il y avait le diagnostic formel de déficience intellectuelle, on aborde un peu ça là-dedans que, non, c'est pas une nouvelle personne, ça ne sera pas là, quelque chose de bien différent de ce que vous connaissez déjà. C'est le même petit garçon ou la même petite fille là, que vous avez devant vous. La section environnement, on aborde vraiment l'aspect des proches. Donc, comment aborder ça avec les proches, comment aborder ça, comment
dealer, excusez-moi l'expression, avec l'entourage, la communauté, les gens qui peuvent regarder parfois ou avoir des jugements. Donc, on aborde un peu tout ça aussi, comment s'entretenir avec la fratrie, comment expliquer aussi aux autres parents puis les proches, la famille, là, que la personne a une déficience intellectuelle, mais que c'est pas, ça reste, c'est ça, le même petit garçon, la même petite fille. Donc, on aborde un peu cette section-là là, pour expliquer des petits trucs, là, comment aborder tout ça. Même chose au niveau de la communauté, là, du quartier, comment l'aborder lors de, parfois, on sait, des fois, il y a des gens qui sont peut-être malhabiles pour aborder. Donc, comment gérer un peu ces situations-là, les perceptions négatives. Et une petite section sur l'avantage de créer un milieu sécuritaire et bienveillant autour de l'enfant pour favoriser toute son intégration, l'autodétermination et avec le résumé. La section, donc, par rapport à votre enfant, c'est vraiment un peu un résumé des différentes étapes de développement de la vie, donc les premières années de la vie de l'enfant, à quoi il faut penser, qu'est-ce qui est important de garder en tête quand il arrive au niveau scolaire, au niveau de la garderie, donc c'est quoi les options, comment on peut regarder un peu tout ça, qu'est-ce qui est important de garder en tête au niveau de l'adolescence aussi et de l'âge adulte, bien sûr, c'est le même principe là, quand on parle que ce soit de l'éveil sexuel ou de la transition vers la vie adulte, vers l'emploi. Donc, on passe un peu toutes ces étapes-là. Et finalement, la dernière section, comment ça marche, c'est vraiment plus les technicalités qui entourent l'annonce du diagnostic. Donc, les évaluations, les annonces de résultats. Bon, on le sait, ces enfants-là vont vivre beaucoup d'évaluations dans leur vie. Ils vont avoir des plans d'intervention, des plans de service, des choses comme ça. Donc, on regarde un peu tout cet aspect-là, le rôle que chaque spécialiste peut avoir aussi. On sait qu'une personne qui a une déficience intellectuelle, souvent, a beaucoup de professionnels aux alentours de lui, que ce soit au niveau de l'éducation spécialisée, le travail social, l'orthophoniste, des choses comme ça. Donc, on fait un peu un résumé de qui fait quoi, parce que des fois, ce n'est pas toujours clair qu'on commence. Quand ça fait plusieurs années qu'on est dans le milieu, on commence à comprendre qui fait quoi, mais au début, ça peut porter à confusion tout ça. Donc, on a une section qui clarifie. Les prochaines sections, c'est vraiment des sections d'information. Donc, au niveau des finances, c'est à quoi les parents ont droit, comme crédit, comme déduction, des choses comme ça, avec les liens cliquables là, pour avoir un peu plus d'informations, comment ils peuvent être supportés dans tout ça. Même chose au niveau de la santé et des services sociaux. Donc, qu'est-ce qui entoure un peu toute cette section-là? Au niveau de la protection des droits aussi, on trouve important de faire vraiment une mention par rapport à ça, parce que, bon, on sait que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas là, que les personnes vont être en mesure de voir leurs droits respectés. Ça arrive parfois là, que les droits sont bafoués. Bien, les parents ont des droits par rapport à ça, donc sont en mesure là, de prendre des mesures justement, là, puis d'avoir de l'aide pour les aider dans ces fameuses situations-là qui sont très désagréables. Donc, d'avoir des ressources et de l'aide, c'est très apprécié. Petit paragraphe sur le répit et les loisirs. Donc, on parle aussi du répit comme étant beaucoup de l'aide, oui, qu'ils reçoivent, mais aussi en termes de prévention. On ne veut pas se rendre à bout. Même chose pour les loisirs, qu'il y a possibilité de faire adapter un peu tous ces loisirs-là, toutes ces activités-là aux besoins de leur enfant. Dernière section sur les ressources. Donc, c'est vraiment très général là, sur beaucoup des organisations provinciales, parce que notre but, c'est que notre guide soit au-delà de la ville de Québec, la région de Québec. Donc, on a mis quand même des ressources là, assez génériques qui, elles, peuvent, à leur tour, là, lorsque vous les contactez, peuvent vous cibler vraiment des organismes dans votre région. Donc, beaucoup de ressources. Là. Excusez-moi, je ne veux pas vous donner mal au cœur. Et une dernière conclusion là, un peu de ce guide-là avec la liste des ressources, la bibliographie, et à la fin, vous retrouvez aussi une petite section là, de notes là, pour prendre des notes, parce qu'on a aussi des versions papier.
Je vais passer rapidement, en fait, je vais vous cibler simplement les différences majeures avec le guide sur le retard global de développement. Comme vous pouvez voir, ben, juste avec la couleur de la page couverture, c'est ce qui fait visuellement la différence. Donc, on pourra apprivoiser le retard global de développement. Au niveau de la structure en tant que telle, c'est très, très similaire. Les sections sont les mêmes, c'est juste que c'est ça, il y a certaines sections qui vont venir aborder le retard global de développement plus spécifiquement et bien évidemment que les ressources et les thématiques des différentes sections vont être abordées en fonction du RGD et non de la déficience intellectuelle. Mais somme toute, côté structure, c'est très similaire. On a gardé les mêmes couleurs aussi là, des sections pour pas mélanger là, et que ce soit plus difficile de trouver. Bien évidemment, dès le début, quand on parlait du diagnostic de déficience intellectuelle, ben, on le modifie bien évidemment pour que ce soit pour le retard global de développement. On précise que ce n'est pas un diagnostic, hein. On le sait, le retard global de développement, c'est vraiment un constat qui est posé par les professionnels lorsqu'on constate que l'enfant a plusieurs retards dans certains aspects de son développement, mais ce n'est pas un diagnostic qui est final, c'est pas un diagnostic en soi, en fait. Donc, c'est souvent un peu un entre-deux, donc qui éventuellement, suite à des évaluations, des tests, des développements là, de plans d'intervention, ben, il va y avoir une orientation qui va être mise face à un nouveau diagnostic, là, que ce soit au niveau du langage, que ce soit au niveau de l'autisme ou de la déficience intellectuelle, mais en général, ça prend une tournure autre que celle-là. Donc, on l'aborde aussi. Et plutôt que de parler de le rôle du diagnostic, on va parler plutôt pourquoi il faut l'identifier tôt. Donc, tout dans l'aspect de l'éducation précoce, donc un peu de tout ça et de la sensibilisation. Bien évidemment, les mythes aussi sont différents. Donc, le RGD est un retard mental, que c'est une maladie, que l'enfant avec un retard global de développement va toujours avoir un retard par rapport aux autres enfants sur tous les aspects, qu'il est plus jeune mentalement que les autres. Donc, vous comprenez le principe des mythes. Donc, on les dénoue, même principe que l'ADI, en apportant une explication là, de la réalité. Au niveau des mots-clés, c'est la même chose. De toute façon, c'est sensiblement les mêmes abréviations, les mêmes sigles qui reviennent. Je vais vous apporter aux étapes de la vie. Je m'excuse pour les yeux. Toute la section des émotions, c'est la même chose. Au niveau de l'environnement aussi, on l'aborde de la même façon que pour l'ADI, puisque ben, les outils, la façon qu'on l'aborde, c'est vraiment de la même façon, c'est-à-dire avec ouverture et en favorisant l'intégration, l'inclusion de la personne et en favorisant son autonomie aussi. Bien évidemment, c'est ça, on parle au niveau des étapes de la vie qui est très différente puisque, comme je vous le disais, le diagnostic de RGD, c'est temporaire, c'est donc habituellement, quand l'enfant est rendu, la personne est rendue à l'adolescence, à l'âge adulte, elle n'a plus ce diagnostic-là, donc ça ne s'appropriait pas. Alors, on y a été plus, on a ciblé les premières années de la vie, bien évidemment, en mettant l'enfant sur la stimulation précoce qui est très importante chez les enfants RGD, donc pour aller vraiment tenter là, de faire ressortir le plus possible les capacités de l'enfant. On aborde bien évidemment l'école, la garderie, puisque c'est sensiblement dans l'âge développemental qu'on va recevoir ce diagnostic temporaire-là. Et on termine cette section-là, puisque justement, c'est ça, c'est temporaire. Les personnes adolescentes et adultes ont un nouveau diagnostic plus précis. Et ben, à ce moment-là, ça ne s'approprie plus là, pour le retard global de développement. Ariane? Oui. Je pense qu'on va tout de suite passer à la fiche parce qu'il nous reste 4 minutes. Mon Dieu, c'est bien correct parce que j'ai terminé. En fait, je l'ai dit sensiblement que c'était ça, les modifications, les différences. Là. Fait que je te repasse le micro, Julie. Merci beaucoup, Ariane. Alors, on va survoler la fiche assez rapidement. OK, donc, j'avais plusieurs... «
OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran ici? Oui, super. L'annonce du diagnostic, la fiche aide-mémoire s'adresse vraiment aux professionnels de la santé et de l'éducation. Évidemment, ben, c'est des recommandations générales là, où la spécialiste doit également user de son jugement clinique dans l'annonce du diagnostic. On parle ici vraiment des bonnes pratiques qui doivent être mises en place. Puis évidemment, cette fiche-là a aussi été faite à partir d'une revue de littérature dans la recherche. Donc, c'est vraiment basé sur des données probantes. Alors, des faits rapportés par les parents, qu'est-ce qu'ils auraient aimé lors de l'annonce. Une attitude bienveillante, de la disponibilité, hein, proposer aux parents une deuxième rencontre afin qu'ils puissent réfléchir et vous revenir avec les questions, leurs inquiétudes. La disponibilité, hein, en 2022, elle peut être différente. Ça peut être aussi de laisser une adresse courriel pour revenir avec des questions si ce n'est pas une deuxième rencontre. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire pour mieux accompagner les parents, de l'écoute, vraiment leur laisser le temps de tout poser les questions qu'ils veulent, puis de ne pas se booker un rendez-vous 15 minutes après, mettons. Là, on parle de quelque chose qui va significativement changer le parcours de vie de ces familles-là. Fait qu'on leur accorde toute notre attention. De l'intimité, hein, on ne fait pas l'annonce en présence de d'autres personnes dans la chambre ou devant d'autres peut-être d'autres membres de la famille, si les parents ne voulaient pas. En tout cas, bref, on leur donne un petit moment d'intimité. On s'adresse à eux, puis on leur accorde un lieu aussi où les parents pourront aller discuter ensemble après dans un endroit privé. On essaie vraiment de faire l'annonce en présence des deux parents. Si la personne est monoparentale, lui offrir, lui conseiller d'être accompagné par une personne de son choix et évidemment respecter son choix encore là si elle désire être seule. L'annonce devrait se faire en présence. On évite le téléphone, le courriel, la vidéoconférence. Là, c'est vraiment un contact humain dont on a besoin. Être simple, hein, tout en simplicité. Bien vulgariser les termes. Remettre un résumé écrit aussi, c'est beaucoup apprécié des parents, décrivant le processus d'évaluation, donner la documentation à jour aux parents. Présenter aussi les aspects positifs du diagnostic, offrir un soutien psychosocial. Dans l'annonce prénatale du diagnostic, c'est vraiment important d'être impartial, de proposer tous les choix possibles, puis être conscient de ses propres biais aussi pour éviter d'influencer les parents, parler des côtés positifs du diagnostic. On nomme des faits, mais on reste prudent sur les pronostics. Il n'y a personne qui a de boule de cristal puis qui peut dire à un enfant de 4-5 ans qu'il ne fera pas telle ou telle affaire. Fait que c'est vraiment important là, de s'en tenir aux faits. Suggérer des ressources à la personne afin qu'elle soit bien accompagnée dans sa prise de décision. Quand c'est une annonce postnatale, évidemment, on essaie d'exprimer le diagnostic de manière à ce que les parents reconnaissent leur enfant dans la description. On présente les services qui sont offerts dans la communauté et puis vraiment là, on est un facilitant pour les parents en les aidant à avoir les attestations qu'il leur faut pour demander du soutien financier puis de l'accès aux services parce qu'on a eu vent d'histoires de parents que c'était vraiment compliqué et qu'on leur refusait de leur fournir ces attestations-là. Ça, c'est vraiment important pour faciliter le quotidien de ces familles-là. Donc, être un collaborateur comme ça pour le mieux-être des familles, c'est vraiment essentiel. On n'oublie pas de mentionner les forces de l'enfant qui va continuer à se développer, à évoluer. Ce n'est pas une fatalité. Hein? Tout le monde, tout au long de notre vie, peu importe le degré là, de déficience intellectuelle, tout le monde peut toujours continuer à se développer, à apprendre, à évoluer. Et puis, répondez aux besoins sous-entendus des demandes des parents. Tu sais, quand un parent me demande est-ce qu'il va marcher, il va être rassuré sur l'autonomie de son enfant. Évidemment, éviter d'annoncer en présence de d'autres visiteurs dans la pièce, de donner son opinion individuelle, puis de sous-estimer l'impact de cette annonce-là. Pour les résultats des
d'évaluation, ça vaut autant pour la santé que dans les milieux scolaires. Ben, tu sais, il y a toutes sortes, il y a comme un esprit à avoir en tête, là, une attitude à garder en tête, puis de savoir que, tu sais, de revenir avec des évaluations, un coup que le parent il a eu le diagnostic, ben, ça peut être très éprouvant pour les familles. Fait que, encore là, on va reconnaître l'expertise des parents, avoir en tête un esprit de collaboration basé sur la compréhension, hein. On va créer un lien avec la famille, le lien de confiance est super important. Donc, on offre toujours aux parents d'être accompagnés, évidemment, s'ils le désirent. C'est très important qu'ils se sentent appuyés là-dedans. Puis des fois, quand on reçoit des choses qui sont plus dures à prendre, ben, d'avoir quelqu'un qui peut prendre des notes pour nous, nous conseiller, nous rappeler, c'est vraiment génial. Donner des informations claires, pertinentes, évidemment, vulgariser la démarche, les résultats d'évaluation, s'assurer de la compréhension du parent, remettre un résumé écrit, répondre aux préoccupations, éviter de comparer l'enfant aux autres. On le compare à lui-même sur la base de ses propres forces et de ses besoins. Encore là, on met sur les forces présentes chez l'enfant, mais aussi dans sa famille. Il y a une grand-maman qui est très impliquée, ben, on peut la mettre à contribution, l'inviter aux rencontres si le parent le désire. Ça peut être la famille élargie, frères, sœurs qui participent à ça, permettre la participation des parents puis du jeune dans les prises de décision, renvoyer aux ressources offertes dans la communauté, un suivi flexible. Puis ici, on vient donner quelques éléments pour faciliter la collaboration avec les familles. Donc, ces guides, dont guides et fiches dont on vous a présenté, ils sont disponibles en ligne sur le site de l'AIS, qu'on va vous donner l'adresse pour que vous puissiez aller les voir, version PDF, cliquable, téléchargeable. Et puis, on a des copies papier aussi. Il y a un lien là, pour cliquer pour en commander. Donc, on peut évidemment là, répondre à votre besoin. J'ai vu passer une question. Alors, je Oui, repasse la parole à Annick. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariane. Merci beaucoup, Julie. Fort intéressant. Je vais stopper l'enregistrement.